Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver sur Al24 News en direct pour ce programme spécial, une couverture spéciale d'une heure dédiée aux derniers événements à Gaza. Vous le savez, les Palestiniens victimes des pires atrocités de l'armée d'occupation sioniste et ça continue depuis vendredi. La bande de Gaza vit sous le rythme d'intenses bombardements israéliens meurtriers. Le bilan ne cesse de monter. 36 Palestiniens ont été tués, dont 11 enfants, 4 femmes. C'est le dernier des comptes du ministère palestinien de la Santé. Les Palestiniens, la situation humanitaire justement est horrifiante pour les 2 millions de Palestiniens vivant à Gaza, privés justement d'électricité, de nourriture et d'équipement médical. Ces raids sont présentés par l'entité sioniste comme une opération préventive contre le djihad islamique aux dernières nouvelles et après l'intervention de l'Égypte, souvent médiateur entre Palestiniens et Israéliens. Les Israéliens viennent justement d'accepter une trêve, le Caire qui attend désormais la réponse des Palestiniens. On va décrypter cette actualité, tous ces développements, cette nouvelle escalade dans la région et ses répercussions avec mes invités ce soir. Monsieur Makhlouf Sahel, politologue spécialiste en relations internationales, est avec nous. Bonsoir, Monsieur Sahel. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous vos téléspectateurs et aussi à vos invités. Hamdan Addamiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique, est également notre invité depuis Bruxelles. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Et puis, monsieur Amjad Chihab, professeur en sciences politiques à l'université d'Al-Quds, président de l'académie El-Makdessi, est avec nous, notre invité depuis Al-Quds. Bonsoir, monsieur Chihab. Bonsoir à vous tous. Eh bien, pour commencer, avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre le sujet de Souhila Akilal qui retrace ces journées de bombardement dans la bande de Gaza. La situation sur le terrain est dramatique, Souhila Akilal. Il continue de pleuvoir des roquettes sur Gaza. Au troisième jour de l'agression sioniste, les frappes aériennes soutenues de ce qu'ils ont qualifié d'opération militaire obnaissante a déjà fait plus de 30 martyrs. Le nombre de blessés, lui, n'a de cesse d'évoluer depuis vendredi. Pour l'heure, le bilan officiel fait état de plus de 260 blessés. 2 leaders palestiniens ont péri dans ces raids sionistes. Il s'agit du commandant en chef Taysir al-Jabari, tué vendredi à Gaza, et Khaled Mansour, dont le djihad islamique a confirmé la mort survenue la nuit dernière lors d'une frappe sur Rafah. Face à l'agression sioniste barbare, la résistance palestinienne réplique. En représailles, des centaines de roquettes et obus de mortiers ont été tirés depuis la bande de Gaza vers les territoires occupés. Ce dimanche, une importante salve de roquettes a été lancée par les brigades Al-Quds. Elles disent avoir ciblé un rassemblement des forces d'occupation à l'est de la zone Black Arrow, à l'est de Jabalia, en plus d'un lancement de missiles. Les brigades Al-Quds, les brigades de la résistance palestinienne, les brigades des Moudjahidines et la brigade des martyrs Al-Aqsa ont annoncé la mise en œuvre d'opérations conjointes visant les colonies juives, notamment Al-Quds, avec un lancement de missiles. D'ailleurs, les alarmes d'avertissement ayant retenti tout au long de la journée, les images ont aussi montré la fuite des soldats sionistes face au retentissement des alarmes. Une pointe d'humour face à cette immense tragédie. Ce dimanche, le porte-parole militaire des brigades Al-Quds, Abu Hamza, a appelé tous les combattants de la résistance et de la liberté du peuple palestinien en Cisjordanie occupée et dans l'intérieur occupé à s'engager pour une intifada massive pour contrer l'ennemi sioniste. Dans le même temps, les bombardements sionistes sont menés en continu depuis vendredi, faisant de nouvelles victimes. Une énième agression au vu et au su du monde, dans l'impunité la plus totale. Alors d'abord une réaction sur cette nouvelle escalade de tensions dans la région, cette nouvelle agression palestinienne dont le peuple palestinien est la seule et l'unique victime, Hassan Addamiri. En fait, le peuple palestinien à Gaza, avec ses résistants, il résiste à une agression militaire israélienne préparée à l'avance, qui a des objectifs en fait. Mais cette résistance continue. Et tant que, je dirais, les conditions
imposées par le djihad islamique ne sont pas répondues d'une manière favorable par Israël, bien sûr, à mon avis, ces affrontements vont continuer. Peut-être on va parler quelles sont ces conditions imposées, demandées par le djihad islamique, qui est la principale organisation actuellement dans l'affrontement avec les Israéliens. Une réaction, monsieur Amjad Chihab, vous êtes justement à Al-Quds et Gaza sous les bombardements. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça nous fait très mal. C'est des jours difficiles à nous et qu'on voit nos frères palestiniens se faire massacrer, bombarder et surtout que Gaza subit un embargo depuis plus de 15 ans. Oui. Ce n'est pas la première guerre déclarée contre Gaza et surtout contre la population de Gaza et qui souffre aussi de beaucoup de problèmes à cause de l'embargo. Problèmes sanitaires, problèmes sur tous les niveaux. Et Israël utilise le banc de Gaza comme un supermarché et contrôle l'air, contrôle la mer, il contrôle la terre. Et ça dure depuis comme on a dit, 15 ans, contre toutes les lois internationales et aux yeux du monde arabe et du monde islamique et surtout de la communauté internationale. Et ces bombardements aujourd'hui qu'on voit sans aucune raison, ils ont commencé à bombarder Gaza et à assassiner le chef militaire de djihad islamique. Oui. Et ça, comme on le sait toujours, à chaque fois que les élections s'approchent en Israël, il utilise le sang comme un outil pour gagner les élections. Et oui. Comme on est dans un État colonial qui adore voir le sang coulé par les Palestiniens et plus que le sang coule, plus qu'il y a des destructions, surtout au niveau d'infrastructures, plus qu'il y a de souffrance au peuple palestinien, plus que les responsables militaires ou les responsables politiques augmentent dans le sondage. Et ce qui fait mal aussi, est que tout cela se passe aux yeux des pays arabes. Oui. On voit aucune condamnation et aucune sanction réelle, sanction au niveau politique ou au niveau économique par rapport à ce qui se passe actuellement entre l'Ukraine et entre la Russie. Oui. Ça s'est passé il même faut pas dire 24 heures. Absolument, Oui. que cette agression intervient dans un contexte où le silence assourdissant de la communauté internationale persiste. Makhlouf Sahel, l'Algérie a réagi à cette agression et a condamné justement cette agression, la qualifiant de sauvage de la part de l'entité sioniste. Oui, effectivement, l'Algérie est largement bien placée par rapport à beaucoup de pays arabes. Par rapport à ce qui se passe sur la scène palestinienne et quand l'Algérie condamne avec toutes ses forces cette agression sauvage, cela cadre avec sa position principale concernant la question palestinienne, parce qu'il faudrait rappeler que malheureusement dans la cartographie politique actuelle dans le monde arabe, oui. Il y a beaucoup de pays qui font la course pour se rapprocher d'Israël. Donc même s'ils font des condamnations sur cette agression, c'est beaucoup plus, à mon sens, des condamnations plus formelles, beaucoup plus formelles qu'autre chose. Sinon, par rapport peut-être aux positions exprimées par les peuples de ces pays, c'est des positions qui sont plus affirmées et plus claires. Maintenant, si vous permettez, moi, ce que je voulais discuter oui. par rapport à cette agression, c'est le fait que le monde oublie que c'est pas la première fois qu'Israël fait ce genre d'action militaire qui est complètement contraire au droit international.
il faudrait rappeler qu'il y a tout un système colonial qui s'est installé sur cette terre palestinienne depuis 1948. C'est un système colonial qui a, au fur et à mesure, développé une politique colonialiste très agressive, très raciste. Peut-être même, ils sont arrivés à installer, à mettre en place tout un système plus dangereux que le système apartheid qui a existé en Afrique du Sud. Il faudrait rappeler aussi que Gaza constitue la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde, en violation de toutes les branches du droit international. Je citerai principalement le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. Je voudrais rappeler aussi que Israël est membre dans les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève de 1949, notamment la 4e convention qui organise la protection des populations civiles, et tout en rappelant que la haute cour israélienne avait en 2004 rendu un avis concernant le mur de séparation qui a été installé par l'administration coloniale à l'époque. Oui, il existe plusieurs violations de la part de l'entité sioniste. Monsieur Hassan al-Damiri, si on devait justement évoquer on va dire la position de l'entité sioniste vis-à-vis de ce qui se passe actuellement, l'armée d'occupation israélienne parle d'une attaque préventive contre le djihad islamique. Comment l'interpréter ? Pourquoi elle parle justement que du djihad islamique ? N'est-ce pas une manière de diviser davantage ? Oui, en fait, c'est un objectif israélien, le fait de diviser les Palestiniens. Donc c'est un objectif ancien sur lequel, je dirais, Israël travaille depuis très longtemps. Oui. Mais la question qui est posée, mais pourquoi cette agression ? Pourquoi maintenant ? Oui. À mon avis, il y a 3 raisons qui expliquent cette agression militaire israélienne préparée. Je dis bien préparée. Elle n'est pas préventive ni rien du tout. Elle est préparée. Il y avait des mesures qui étaient prises avant et qu'ils ont préparé un petit peu l'arrivée de cette agression militaire israélienne. Les objectifs de cette agression, premier objectif à mon avis, c'est un objectif interne à Israël même, c'est un objectif électoral. Il est très important parce que l'image actuelle du gouvernement, de la coalition actuelle au pouvoir, c'est dans la population israélienne. Et il y a des sondages qui sortent tout le temps. Et ce gouvernement, il est vu par les Israéliens, la majorité des Israéliens, comme un gouvernement faible, incapable de faire face aux ennemis. Donc, cette image-là qui va causer la perte de cette coalition, eh bien, le gouvernement actuel, il essaye par cette agression de changer cette image, de dire à la population israélienne que nous sommes forts, nous sommes un gouvernement qui peut prendre des mesures, et nous sommes un gouvernement qui peut même attaquer notre ennemi, à savoir les résistants à Gaza. Donc ça, c'est le premier objectif, à mon avis, c'est modifier l'image dans la population israélienne de la coalition actuelle au pouvoir. Il y a l'enjeu électoral, oui. Oui, bien sûr, elle est électorale. Deuxième objectif, rappelez-vous, l'année passée, en 2021, le mois de mai, il y avait aussi des affrontements à ce moment-là, suite aux pressions israéliennes contre la ville de Jérusalem et le plan israélien de modifier et de judaïser même la ville de Jérusalem d'une manière complète, en s'attaquant même au lieu saint de l'islam dans cette ville, c'est-à-dire la mosquée Al-Aqsa. À l'époque, le mois de mai, il y avait un objectif d'entrer carrément dans la mosquée Al-Aqsa. Les colons extrémistes israéliens, ils étaient aidés par le gouvernement de Netanyahou à l'époque, par les forces de sécurité israéliennes, qu'ils étaient accompagnés par eux. Ils ont, à un moment donné, décidé d'une date. Cette date-là, ils sont venus par dizaines de milliers de partout d'Israël, justement pour pénétrer d'abord à l'esplanade de la mosquée et ensuite à l'intérieur de la mosquée, parce qu'ils avaient un projet de diviser la mosquée Al-Aqsa, comme ils ont fait avec une autre mosquée qui se trouve à Hébron, dans la ville de Al-Khalil, en Cisjordanie, donc en Palestine. Et cette mosquée-là, mosquée d'Abraham, donc d'Ibrahim al-Khalil, ils ont confisqué carrément la moitié de cette mosquée-là, ils ont fait un synagogue. C'est un plan de judaïsation.
Oui. Ils voulaient faire la même chose à Al-Aqsa. Oui. Ils ont préparé ça l'année passée. Oui. Et le jour même de leur marche vers la mosquée Al-Aqsa, rappelez-vous à ce moment-là, eh bien, les forces de résistance palestiniennes à Gaza, ils ont dit, si vous continuez votre marche, nous allons lancer notre résistance contre vous. Et les missiles, à ce moment-là, ils ont commencé à tomber sur les villes israéliennes de 2021. Alors, suite à ces affrontements-là, qui n'ont pas duré longtemps à l'époque, 11 jours, je crois, eh bien, à ces affrontements armés entre les forces de résistance palestiniennes et l'armée israélienne, eh bien, il y avait une règle qui s'est installée, la règle où les Palestiniens, ils ont réussi à l'imposer sur Israël, c'est-à-dire, si vous faites quelque chose à Jérusalem, Gaza, elle est là pour se porter assistance pour résister à ce qui se passe dans le reste du territoire occupé. Eh bien, cette règle-là, maintenant, il y a un objectif de ce gouvernement israélien de casser cette règle-là, de dire ce qui se passe à Jérusalem, ce qui se passe en Cisjordanie, ce qui se passe ailleurs dans les territoires palestiniens occupés, ça ne vous concerne pas. Cela concerne seulement ceux qui sont là uniquement. Donc, cette règle-là, il y a un objectif israélien de le casser complètement et de le mettre derrière nous. Eh bien, le troisième objectif, et je vais rapidement, c'est un objectif, c'est un message que Israël veut donner, veut envoyer aux pays arabes, aux régimes arabes qui ont normalisé avec Israël, de dire vos ennemis dans la région, c'est-à-dire les islamistes, le djihad islamique, les Hamas, etc., vos ennemis, seulement Israël qui peut faire face à eux, et regardez ce que nous sommes capables de faire avec la bande de Gaza. Et par conséquent, la normalisation où vous êtes entrés, je parle des régimes arabes, nous allons la renforcer de plus en plus et compter sur Israël justement pour être avec vous, pour vous aider militairement et d'une manière sécuritaire justement le jour où vous avez besoin d'Israël. Donc c'est un message que vous voulez adresser à ces régimes arabes qui ont normalisé avec Israël et de manière principale, les régimes de Golfe. On va justement sur ce point faire réagir M. Amjad Chihab. Il s'agit d'un plan bien préparé, bien réfléchi de la part d'Israël, visant non seulement à casser ou à démembrer la résistance palestinienne, mais également il s'agit d'un message pour les pays arabes qui ont normalisé avec Israël. Qu'en pensez-vous ? Tout à fait. La première objectif, c'est les enjeux électoraux. Le sondage donné à l'ex-premier ministre israélien Benjamin Netanyahu gagnant, les derniers sondages il y a quelques jours, le donne gagnant et cela a préparé un plan côté M. Lapid qui gère un gouvernement de crise après la perte de la majorité à la Knesset, et son ministre de la Défense, Gantz, et qui les deux rêvent d'être Premier ministre dans les élections prochaines qui est décidé le 1er novembre prochain. Donc ils ont décidé, ils ont préparé de faire des attaques, surtout dans l'opposition et dans le média israélien. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport au Premier ministre actuel qui n'a aucun passé militaire, qu'ils ont donné une image que c'est un Premier ministre qui normalement n'est pas capable de prendre de grandes décisions, et surtout n'a pas un passé plus criminel que Netanyahou, de tuer des Palestiniens, de massacrer des Palestiniens, de faire de plans militaires. Et comme vous le savez, que l'unité sioniste est basée sur une société militarisée, et ils sont fiers d'attaquer, de faire la guerre non seulement contre les Palestiniens, mais contre les Arabes en général. Et malheureusement, ils ont préparé ce plan diabolique pour monter dans les sondages. C'est ça le premier objectif de cette agression contre Gaza. Et surtout que le djihad islamique, c'est le point faible, surtout en Cisjordanie, et se trouvait la dernière
événements en Cisjordanie, que le fief de djihad islamique continue d'avoir plus d'espace, surtout à partir de Jenin, Oui. et qu'ils ont réussi à avoir encore des fiefs à Nablus, qu'ils ont réussi à tirer des balles contre les barrages. On le voit régulièrement, surtout le soir, d'attaquer les points de Justement, barrage. je voulais savoir, après avoir perdu tous ces leaders du djihad islamique, parvient-il justement à se redéployer sur le terrain convenablement, vous qui suivez justement la situation sur le terrain, Monsieur Amjad Chihab? Non, et la perte de leaders militaires dans la culture palestinienne, ça renforce, ça n'affaiblit pas. Il y aura d'autres, on a pris l'habitude dans tout le confrontement avec l'armée israélienne, à chaque fois qu'il y a l'assassinat des leaders militaires, il y aura d'autres leaders militaires plus puissants, plus solides et plus travailleurs. Et on voit ça aussi avec le mouvement de Hamas. Ils ont perdu beaucoup de leaders. Ils ont perdu le fondateur Ahmed Yassine. Ils ont perdu un des grands chefs du mouvement de Hamas, Abdelaziz Rantisi. Ils ont perdu, il y a quelques années aussi, le chef de brigade Al-Qassam et d'autres, Salah Shahade et d'autres, à chaque fois qu'il y aura d'autres qui travaillent. Et ça c'est dans la culture palestinienne, c'est de sacrifier. Mais malheureusement, dans ces affrontements, il y a une division interne côté palestinien. Et moi, je salue l'Algérie et le président algérien parce qu'ils ont fait beaucoup de tentatives pour unifier les Palestiniens, surtout les Palestiniens de Fatah, de mouvement de Fatah et de mouvement de Hamas. Il y a eu beaucoup de réunions. Et si il y avait une unification de toutes les forces palestiniennes, que ce soit actuelle de Ramallah et de bande de Gaza, à mon avis, il y aura la façon de faire face à tous ces plans diaboliques pour affaiblir les Palestiniens, pour frapper les Palestiniens. Ça peut changer les données qu'on le voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui Gaza résiste seul. Gaza qui résiste uni, justement. Makhlouf Sahel, quand on le constate, à force de vouloir casser ou démembrer la résistance palestinienne, l'entité sioniste finit par obtenir, on va dire, le résultat inverse. Les Palestiniens fusionnent face à l'agresseur sioniste. Oui, ça c'est en théorie, madame, parce que dans la pratique, moi ce que je constate personnellement, c'est que la résistance palestinienne actuellement n'est pas impliquée dans sa globalité dans la réaction à cette agression israélienne. Il apparaît clairement que l'objectif essentiel recherché par l'entité sioniste à travers cette agression, c'est d'affaiblir et peut-être même détruire toute capacité de résistance du mouvement djihad. Et c'est l'indice principal qui me pousse à dire cela, c'est que depuis le début de cette agression, même s'il y a beaucoup de civils aussi qui sont touchés, même s'il y a beaucoup d'habitations civiles qui sont touchées, il y a les dirigeants, les principales victimes, ou plutôt les principaux objectifs, ce sont les quelques dirigeants du mouvement du djihad, ce qui démontre clairement que l'entité sioniste, à travers cette opération militaire, cherche à détruire, comme je vous ai dit, toutes les capacités de résistance de ce mouvement, et bien entendu imposer une situation qui lui serait favorable si jamais il y aura une négociation d'une trêve avec des conditions malheureusement qui sont imposées par Israël. Ce qui me pousse à aller dans cette analyse, c'est le positionnement du Hamas actuellement, qui à mon sens a adopté une approche beaucoup plus tactique par rapport à sa réaction à cette agression, sans vouloir peut-être s'impliquer
clairement dans la réponse de la résistance palestinienne à cette agression. Mais il y a aussi une autre raison qui est importante à signaler et qu'Israël est en train d'exploiter à fond, c'est par rapport au contexte géopolitique mondial. Oui. Vous savez qu'actuellement, il y a deux crises majeures qui retiennent l'attention de l'opinion publique mondiale, Oui. à savoir le conflit entre la Russie et le monde occidental, bien entendu, qui se passe essentiellement en Ukraine. Donc c'est un dossier qui attire toute l'attention des médias au niveau mondial. Et il y a aussi la deuxième crise qui s'est déclenchée ces derniers jours. En perspective, oui. Concernant la crise entre la Chine et les États-Unis par rapport au dossier de Taïwan. Donc ces deux dossiers constituent, si vous voulez, une situation qui est favorable pour les stratèges israéliens. Ils savent que l'opinion publique mondiale est orientée vers ces deux dossiers. Il y a aussi le fait que le timing qui est choisi, c'est qu'on est en été, donc pratiquement beaucoup de personnes à travers le monde ne s'intéressent pas aux événements d'ordre politique et notamment à ce qui se passe sur la scène palestinienne. Donc, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que la raison électoraliste constitue un enjeu. Si vous voulez, un enjeu important. Oui. Pourquoi? Parce que ce genre de décision qui se rapportent au dossier palestinien, qui sont de nature militaire ou sécuritaire, ne se prennent jamais par rapport au gouvernement en place, mais beaucoup plus, il y a d'autres organismes, d'autres structures qui interviennent, notamment la défense, le ministère de Défense, le ministère de l'Intérieur et aussi toutes les branches des services de renseignement et de sécurité israéliens. Hamdan Damiri, justement sur ce point, est-ce que vous pensez que, on va dire, le contexte géopolitique actuel favorise un petit peu cette agression où les Israéliens justement à parvenir à leurs objectifs dans la région? Bien sûr, donc au niveau international, le contexte il est plutôt, je dirais, favorable à Israël dans le sens, quand il agit militairement, les autres pays, les autres puissances sont occupés par d'autres choses, par des dossiers beaucoup plus importants peut-être que le conflit israélo-palestinien. Ça c'est une réalité. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont lancé maintenant, en exploitant un petit peu la situation internationale, parce qu'ils savent que les forces importantes, les puissances importantes dans le monde, elles sont ailleurs, quelque part, dans leurs préoccupations. Donc, ça, c'est une réalité. Maintenant, est-ce qu'Israël va réaliser ses objectifs grâce à cette agression? Moi, je ne le pense pas. Les forces de résistance palestiniennes, et le professeur il a raison, toutes les forces palestiniennes n'ont pas participé à cet affrontement depuis quelques jours. Et surtout, la principale organisation palestinienne, c'est-à-dire Hamas, n'a pas participé avec les autres forces dans je dirais cet affrontement. Donc la division persiste entre l'armée toujours. israélienne et les forces de résistance palestiniennes. Ça, c'est une réalité. Ce qui a affaibli quelque part aussi les forces palestiniennes qui ont entré en jeu contre l'agression israélienne. Ouais. Ça, c'est une réalité. Maintenant, j'espère personnellement que cette situation ne se répétera plus au niveau palestinien parce que chaque fois que nous sommes face à cet ennemi qui bafoue tous les droits du peuple palestinien depuis 74 ans, donc ce n'est pas depuis hier. Donc, face à cet ennemi, le principal facteur qui doit être existant pour les Palestiniens, c'est leur unité. C'est la raison pour laquelle moi je salue l'initiative algérienne, en fait, comment dirais-je, d'inviter les différentes forces palestiniennes dans un dialogue interpalestinien, justement pour mettre fin à cette division palestinienne, parce que la division palestinienne politique, elle est favorable à Israël. Israël exploite au maximum cette division palestinienne. C'est la raison pour laquelle il est temps que les Palestiniens mettent fin à leur division politique pour qu'ils soient un front uni
Et il faut absolument arriver à un Unifier accord les rangs, interpalestinien praticable. Oui. Et cette fois-ci, j'espère que l'Algérie arrivera, parce que nous avions des expériences dans le passé, dans le cadre de dialogue interpalestinien. Il y avait des accords qui étaient signés au Caire et ailleurs, mais ils n'ont jamais été mis en pratique. Maintenant, est-ce que l'Algérie va réussir? Je l'espère. On va en reparler justement, Monsieur Hassan Hamdan Adamiri. Vous avez cité donc l'initiative algérienne. On va parler d'une autre initiative, celle de l'Égypte, le Caire, qui s'est attelé ces dernières 48 heures à obtenir une trêve et le dossier semble avancer. Monsieur Amjad Chihab, les Israéliens, on vient de l'apprendre, les Israéliens ont fini par accepter cette trêve. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle lecture donnez-vous à cette avancée dans le dossier? Malheureusement, Israël n'a pas accepté les demandes demandées par le djihad islamique. Il y a eu une délégation égyptienne depuis ce matin à Tel Aviv. Et actuellement, il y a une délégation égyptienne qui se trouve à Gaza pour discuter avec les responsables du djihad islamique. Mais le djihad islamique, il avait des demandes simple et n'est pas très compliqué. Il a demandé la libération de Cheikh Bassam Saadi, qui est considéré comme le chef de mouvement de djihad islamique en Cisjordanie. Il a demandé... Pardonnez-moi. Donc le djihad islamique a refusé donc l'offre égyptienne. Vous le confirmez? Pas encore. L'Égyptien, ils ont proposé d'être garant de poursuivre les deux demandes. Les demandes pour les deux prisonniers. Le prisonnier de Bassam Saadi, l'autre prisonnier qui fait des grèves de faim à Waoudé, qui est un haut responsable aussi du djihad islamique, les deux se trouvent dans les prisons israéliennes. La troisième demande, ils ont demandé d'arrêter l'instruction militaire presque quotidienne contre la ville de Jenin et la ville de Nablus. Et les Israéliens, ils ont accepté de réduire cette intervention selon certaines conditions. Mais globalement, le djihad islamique subit des pressions énormes, que ce soit côté de l'Égypte ou côté de la population interne, parce qu'Israël il a menacé de faire détruire des grands bâtiments comme ils ont fait l'année dernière, en mai l'année dernière, pour faire la pression maximum. Ils ont aussi menacé de détruire l'infrastructure à Gaza et surtout le central électrique et les réserves de l'eau, etc. Et ils ont menacé de rendre plus difficile, plus catastrophique la vie qu'on se trouve actuellement dans une situation très difficile à Gaza. Donc, le djihad islamique se trouve sous la pression de plusieurs côtés. Et surtout, Israël, il a calculé, comme il a calculé il y a 2 ans, quand il a assassiné le chef militaire de djihad islamique, Baha Atallah, que la confrontation a duré 4 jours seulement, que Hamas à l'époque aussi n'a pas participé, que malheureusement les accords, à chaque fois les accords signés pour cesser le feu avec l'intermédiaire égyptien, et malheureusement toujours n'est pas respecté par Israël. Les règlements de confrontation signés avec l'intermédiaire égyptien en mai dernier n'était pas du tout respecté par Israël, surtout n'est pas comment il s'appelle, agresser les lieux saints, surtout la mosquée Al-Aqsa. Ils ont toujours continué à agresser et à intervenir sur l'esplanade de la mosquée. Ils ont demandé d'arrêter la colonisation dans certains banlieues, dans certains quartiers de Jérusalem Est, comme Asher Jarrah, comme Silwan, comme Al-Essaouiyah, comme Jabal Mukabber. Ils n'ont pas du tout respecté cela. Et comme ils n'ont pas du tout respecté l'expansion de colonisation
à la ville de Jérusalem et en Cisjordanie. Israël ne respecte rien du tout. Oui. Israël il a besoin juste un cessez-le-feu pour dire qu'on a gagné et pour préparer les élections. Il a un seul objectif actuellement parce que Hamas, ni le djihad islamique, ni l'autorité palestinienne aujourd'hui ne présentent aucune menace et aucune présence efficace pour faire de chantage ou pour faire le poids contre Israël, surtout avec la normalisation de beaucoup des pays arabes. Oui. La seule carte qui reste pour sauver la cause palestinienne, c'était la normalisation avec les pays arabes. Toujours, malheureusement, le OLP a reconnu Israël en 1988 avec la conférence qu'il a fait à Alger. Il y a une coopération militaire avec l'autorité palestinienne à Ramallah et Israël il profite des ouvriers palestiniens, il profite de la situation, de la faiblesse du peuple palestinien avec une autorité très affaiblie par toutes les décisions prises contre la Cisjordanie, et surtout il n'a aucun espace pour protéger les terrains. Et à chaque jour, il y a de confiscation des terrains, il y a de nouveaux colonisations, et il y a de nouveaux confiscations de richesses naturelles, surtout l'eau en Cisjordanie. Et l'autorité se trouve très faible. Et la résistance palestinienne sous embargo, c'est comme un lion qui n'a pas la liberté de mouvement et on voit juste, ils ont une capacité réduite de lancer de roquettes juste contre les villes israéliennes qui ne fait pas vraiment de dégâts, mais il fait de dégâts au niveau moral et si ça dure plus de temps, ça fait des dégâts économiques. Et surtout, ils ont choisi... On va revenir justement sur l'enjeu économique, Monsieur Chihab Amjad. Monsieur Makhlouf Sahel, toujours sur cette initiative égyptienne, quelle est votre réaction? Quelle est votre lecture? On le sait, l'Égypte a toujours joué les médiateurs entre Israéliens et Palestiniens. Et à chaque fois, donc, l'offre de trêve est sur la table. Écoutez, moi, je ne voudrais pas être pessimiste, mais je reste réaliste, madame, pour dire que le médiateur égyptien, malheureusement, n'a pas tous les atouts de son côté. Oui. Parce que dans la diplomatie, madame, quand on veut être un médiateur influent, il faudrait posséder les instruments d'influence et de persuasion à l'égard de toutes les parties en conflit. Oui. Or, si on décortique la situation actuelle par rapport à ce qui se passe dans ce dossier, je dirais que la partie égyptienne dispose d'atouts d'influence et de persuasion beaucoup plus à l'égard des différentes factions palestiniennes que par rapport à Israël. Je reste persuadé que le seul pays qui peut exercer une pression directe et persuasive, c'est les États-Unis. Tant que les États-Unis n'ont pas assumé leurs responsabilités en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, et tant que le Conseil de sécurité, dans sa globalité, notamment les membres permanents du Conseil de sécurité, n'assument pas leurs responsabilités telles qu'elles sont édictées et qui leur sont conférées par la Charte des Nations Unies, tant que l'ONU dans son ensemble ne prend pas ses responsabilités pour prendre en charge sérieusement la problématique de la question palestinienne, parce que ce qui me chagrine en tant que politologue et internationaliste, madame, c'est que on oublie le problème fondamental et principal qui est essentiellement la colonisation des territoires palestiniens et même des territoires arabes depuis plusieurs décennies. On oublie l'annexion, le processus d'annexion exercé par l'entité sioniste au vu et au su de tout le monde. On oublie toutes ces colonies qui s'installent au détriment des droits légitimes des Palestiniens. On oublie la problématique des détenus palestiniens. Vous savez que l'administration pénitentiaire
israélienne exercent ce qu'ils appellent le droit de rétention administrative. On arrête des gens, on les met sous ce régime de rétention administrative qu'ils ont hérité de la Grande-Bretagne tant qu'elle était présente en terre palestinienne, et ils laissent comme ça des détenus palestiniens sans procès, sans jugement pendant des années. Ce qui est contraire à toutes les dispositions du droit international. Quand on voit ce qui se passe dans la ville sainte d'El-Quds, et j'en passe. Donc vous voyez bien que les stratèges palestiniens, les stratèges israéliens font tout pour désorienter l'opinion publique mondiale de la problématique principale qui est le dossier palestinien, et ils accentuent toute leur pression sur le mouvement. Vous avez parlé du Conseil de sécurité de l'ONU et son rôle, le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit d'ailleurs se réunir autour de ce qui se passe actuellement à Gaza pour enrichir justement le débat. Vient de nous rejoindre depuis Genève, Riyad Sidawi. Bonsoir, monsieur Sidawi. Bonsoir. Vous êtes donc directeur, politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. D'abord, une réaction sur ce qui se passe actuellement à Gaza. On le sait, il y a eu une agression israélienne contre Gaza qui a fait donc 36 morts. Des enfants sans victimes, des femmes. Quel est votre constat, quelle est votre réaction, monsieur Sidawi? Tout d'abord, l'entité sioniste confirme bel et bien qu'ils sont des criminels de guerre, et qui ont toujours massacré la population civile palestinienne. On voit des filles et des enfants, des vieillards, des femmes assassinés par leurs bombes américaines, par leur technologie américaine. De l'autre côté, on voit toujours les héros palestiniens qui résistent et qui résistent encore et toujours. Mais d'un côté, je suis triste quand je vois les paysages médiatiques, évidemment, excepté des chaînes comme la vôtre. Je vois cette symphonie qui néglige la cause palestinienne. Et quand je compare avec ce qui s'est passé dans le printemps arabe, dont j'ai publié des livres, je me souviens qu'il y a des cheikhs et des mercenaires religieux qui ont appelé au djihad contre l'armée arabe syrienne, et qui a toujours défendu les Palestiniens, qui a fourni les missiles Kornit à la résistance palestinienne. Et je me souviens qu'ils ont un cheikh qui disait qu'il y a eu des anges blancs qui descendent du ciel sur des chevaux blancs et qui combattent l'armée syrienne. La même propagande nous a parlé pendant la guerre contre l'Union soviétique des anges verts qui combattent l'Union soviétique. Aujourd'hui, je constate silence radio. Il n'y a pas d'anges qui combattent l'entité sioniste. C'est l'hypocrisie totale de certains régimes arabes qui ont normalisé avec l'entité sioniste, de leurs cheikhs, de leurs mercenaires, en fait religieux, ne sont pas respectables pour moi parce qu'ils sont au service de leurs princes et de leurs rois. Et aujourd'hui, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Silence radio total. C'est une trahison à la cause palestinienne, mais c'est pendant les guerres et uniquement pendant les guerres qu'on voit les positions, les dures et les conspirés et les complices de l'entité sioniste, que ce soit d'une manière directe ou indirecte. Il y a également le rôle des États-Unis et le Conseil de sécurité de l'ONU. Makhlouf Sahel, on a parlé, je ne sais pas si M. Hamdan al-Damiri est toujours avec nous. Monsieur Amjad Chihab, sur le rôle justement du Conseil de sécurité de l'ONU, de la communauté internationale actuellement. C'est un rôle primordial pour espérer résoudre ce dossier palestinien. Malheureusement, ce n'est pas un rôle premier important, parce que la cause palestinienne, c'est la cause qui a duré plus de temps dans les coins des Nations Unies. Ça dure depuis plus de 80 ans. Il y a eu une décision de partage en 1947, le partage de la Palestine entre unité, sionisme et État palestinien,
qui n'a pas été du tout respecté, et qu'on voit que l'appareil des Nations Unies traite Israël comme un État hors la loi, un État avec une exception, qui n'a jamais pris, malgré tous les massacres, malgré toutes les violations de droits internationaux, surtout les droits humains, contre les Palestiniens, n'ont jamais pris des sanctions, que ce soit politiques ou économiques. Et nous, on fait aucune illusion sur le rôle des Nations Unies, qui est contrôlé par les grandes puissances mondiales, les États-Unis. Oui. Et comme l'a dit notre invité tout à l'heure, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a un seul choix devant les Palestiniens aujourd'hui, c'est la résistance. Et malheureusement, cette résistance doit être unifiée le plus vite possible. Cette occupation, normalement, doit être réglée selon le droit international, qu'Israël refuse tout à fait ce règlement. Il y a l'hypocrisie aussi de l'Occident à la tête des Européens qui font rien devant les violations qui est quotidiennes par Israël contre les Palestiniens, que ces Palestiniens qui refusent de se rendre, qui continuent à résister, à être présents, malgré qu'ils ont perdu tous les moyens. Ils ont perdu pendant la première intifada, ils étaient unifiés, un seul, toutes les forces politiques et de factions étaient unifiées. Israël, elle a travaillé pendant plus de 30 ans à diviser les Palestiniens au niveau interne, à faire des accords qui n'étaient juste sur le papier, qui n'a pas donné en pratique. Israël n'a pas du tout respecté. Et malheureusement, les Palestiniens aujourd'hui, ils sont sous contrôle presque total de l'état d'occupation israélien. Et malheureusement, ils n'ont pas la capacité, surtout ils ont perdu presque la majorité de soutien qu'ils avaient avant, surtout du monde arabe. Aujourd'hui, ils ont perdu la majorité de tous ces pays qui l'auraient soutenu, surtout pendant le sommet arabe. On voit aujourd'hui même les ligues arabes ne jouent aucun rôle, les pays de conférence islamique ne jouent aucun rôle, et que les Palestiniens se trouvent seuls devant cette tyrannie, cette force de destruction soutenue par l'Occident et surtout par les États-Unis, et contre ce peuple palestinien, normalement, qui doit être une partie du peuple arabe, que les lieux saints, et surtout à Jérusalem, la mosquée, c'est un lieu saint, appartient aux musulmans et au monde arabe. Ça n'appartient pas seulement aux Palestiniens et pas seulement aux habitants de la ville, aux habitants palestiniens de la ville de Jérusalem. Alors justement, Monsieur Chihab Amjad, le peuple palestinien se trouve fortement démuni face à toutes ces complicités de ces pays arabes, de certains de ces pays arabes qui ont décidé de normaliser avec l'entité sioniste, mais également face à l'absence d'un engagement clair de la part des États-Unis. Monsieur Makhlouf Sahel, sur ce point, que dire du processus de paix actuellement dans la région? Est-il réellement mort? Oui, si on reste réaliste, madame, malheureusement, c'est le cas. Il n'y a plus de processus de paix. Quand on voit toutes ces agressions répétées de la part de l'entité sioniste depuis des années, cela traduit clairement sa volonté de ne pas aller dans ce processus. Pour les stratèges israéliens, ce débat autour de ce processus de paix n'a plus lieu d'exister, parce qu'ils sont arrivés à attirer dans leur giron plusieurs pays arabes qui ont accepté de se soumettre et qui ont accepté d'aller dans cette trajectoire de rapprochement, avec les conditions qui sont favorables à Israël et qui sont pas favorables forcément à ces pays. Et il y a aussi malheureusement la réalité interne palestinienne qui nous démontre jusqu'à maintenant que les rangs palestiniens sont désunis. On le voit clairement, comme je vous ai dit tout à l'heure. La réaction, ce qui a attiré mon attention, c'est que la réaction de la résistance palestinienne n'a pas été coordonnée dans sa globalité comme ça devait l'être. Donc la désunion se confirme de plus en plus entre les factions israéliennes.
les factions palestiniennes, pardon, et l'entité sioniste, justement, non seulement encourage ces divisions, Il nous reste... et les exploite, Monsieur Makhlouf Sahel, on arrive pratiquement à la fin de l'émission. Au regard de tous ces développements, que dire sur le processus de paix dans la région, Monsieur Sidawi? Le dernier mot vous revient à vous. Le processus de paix n'a été jamais respecté par l'entité sioniste. Ce sont eux qui ont violé, qui n'ont pas même respecté les résolutions de Conseil de sécurité. À titre d'exemple, la résolution de 142. Donc c'est l'entité sioniste qui ne respecte rien. C'est un État voyou, vagabond. Mais aujourd'hui, je dois souligner que la balle est dans le camp des peuples arabes, dont leur gouvernement ont normalisé des relations avec l'entité sioniste. Manifestez-vous, je suis sûr et certain que à 100%, le peuple marocain, émirati, bahreïni, égyptien, ainsi de suite, sont avec la cause palestinienne, mais vous devez manifester, vous devez mettre la pression contre vos gouvernements qui ont trahi la cause palestinienne, qui ont poignardé la cause palestinienne. Merci Riyad Sidawi pour cet éclairage. Merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale à Genève. Je remercie également Monsieur Makhlouf Sahel, politologue spécialiste en relations internationales, pour son intervention. Monsieur Hamdan Damiri, coordinateur de la communauté palestinienne en Belgique, était également notre invité. Je remercie Monsieur Amjad Chihab, professeur Sciences Po à l'université d'Al-Quds, président de l'Académie Al-Mardissi. Il était notre invité depuis Al-Quds occupé. Je vous remercie de nous avoir suivis durant cette émission spéciale consacrée aux derniers développements donc à Gaza. Restez sur Al 24 News. Excellente soirée.